Chers amis de la Nouvelle Revue Politique, bonjour et nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui est bien évidemment très cher à notre cœur. C'est Boualem Sansal qui nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation pour un grand entretien dans le cadre de la chaîne YouTube de la Nouvelle Revue Politique. Alors beaucoup de membres de la Nouvelle Revue Politique se sont mobilisés pendant un an pour arracher cette libération de Boualem Sansal. Et il est évident que pour nous, c'est un grand honneur et une grande joie que de l'accueillir. Merci Boualem. Alors peut-être une première question. Le retour à la liberté. Le retour à la liberté depuis un an en France. Depuis un mois en France. Ouais. Comment cela se passe? C'est très difficile, parce que maintenant, il me faut apprendre à vivre dans la liberté, alors que depuis 12 mois, je vivais dans la soumission, et dans les difficultés incroyables, dans la privation de tout, de la liberté, de déplacement. Et j'étais dans un isolement total. Je veux dire qu'il me semble que mon cerveau s'est un peu ratatiné. J'ai vraiment du mal à aligner deux mots. C'était une façon de vous protéger peut-être aussi? Peut-être. Enfin, il y a deux étapes, me semble-t-il. Enfin, des prisonniers m'ont expliqué qu'il y avait toujours deux étapes dans cette affaire-là. Il y a la première étape où on est encore un individu, on a encore sa liberté, on est entre quatre murs, mais on se bat. On se bat avec les gardiens, on se bat avec ses co-détenus pour se faire sa place en prison. Il faut essayer. Et ça, on comprend très vite, c'était une nécessité vitale. Vous avez eu des moments de tension au tout début? Parce qu'il faut manger, il faut pouvoir accéder aux services, des quelques services qu'offre la prison, la douche, le truc, enfin, des choses comme ça. Et c'est extrêmement difficile. Puis arrive une deuxième étape où on n'est plus dans l'affrontement avec la prison. On est dans une sorte de... On apprend à être prisonnier, à vivre la prison. C'est comme dans le judo. Quelquefois, résister, c'est épuisant, et puis c'est la défaite sûre au bout. Par contre, si on est souple, on peut se couler dans le moule et vivre. Voilà. Dans les premiers temps, pour moi, ça a été très difficile. Puis j'ai appris avec les prisonniers qui m'expliquaient. Et j'ai découvert des choses par moi-même. Et puis, bon, ça va. De temps en temps, la machine ne fonctionne pas. De temps en temps, on désespère parce qu'en prison, on est toujours comme ça, à l'écoute de quelque chose. Quoi? Enfin, je sais pas, quelque chose qui vient. J'avais entendu, par exemple, qu'en France, s'était constitué un comité de soutien. Ça m'a énormément touché. Comment? Moi, je suis Boualem Sansal, je suis rien du tout. Donc, comment, en France, tant de personnalités, de ministres, d'intellectuels, de journalistes, Et voilà, mais on n'a pas d'informations, c'est des rumeurs. Vous l'avez appris au bout de combien de temps, la constitution du comité de soutien? Peut-être un mois et demi, parce que les 2 premiers mois, j'étais dans un isolement total. Ce n'est que le 2e mois que ma femme a pu venir savoir d'abord où j'étais et venir me voir en prison. Je la voyais tous les 15 jours, une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors évidemment, on échange par téléphone, on est dans un parloir avec une vitre, pas de contact physique. Et puis, on est écouté, donc on fait attention à ce qu'on dit. Donc ma femme me passait des informations plus par geste que par parole. Et ensuite, elle me disait des choses. Et puis j'ai essayé, une fois de retour dans ma cellule, j'ai essayé de décrypter qu'est-ce qu'elle voulait dire par comité. Comité quoi? Qui ne connaissait pas, évidemment, ma femme ne connaissait pas les personnalités qui participent à ce comité. Donc, où elle les avait entendues, elle ne savait pas trop. Elle me dit, je crois qu'il y a un certain Daniel, je ne me souviens plus. Qui Daniel? Est-ce que je connais un Daniel qui serait prêt à se mobiliser pour moi? Voilà. Et on en discutait avec les prisonniers, parce qu'eux aussi ont leurs sources. Ils reçoivent leurs avocats. Les prisonniers vous informaient de ce qui se passait, par exemple, en France, parce que autour moi, de j'étais vous? coupé du monde. J'étais dans un quartier de haute sécurité. Et à l'intérieur de ce quartier de haute sécurité, j'étais dans un quartier de box de très, très haute sécurité. J'étais surveillé quasiment 24 heures sur 24. Vous étiez seul en cellule? Non, on est toujours deux. Par mesure de précaution, surtout quand on est, dans mon cas, malade.
Il fallait qu'il y ait quelqu'un, parce que la nuit, il peut se passer beaucoup de choses. On peut s'étouffer, etc. Enfin, bref. Et donc, les co-détenus me rapportaient des informations. Ils me disaient, mon avocat est venu me voir, il m'a raconté que on parle de toi à la télévision. Où, quelle télévision, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, ça devient une activité presque principale. Savoir ce qui se dit ailleurs, ce que les rumeurs disent, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces rumeurs. Et puis il y a les rumeurs internes. Moi j'ai appris un jour, et ça m'a beaucoup choqué, le président de la République, M. Tebboune, a parlé de moi en me traitant de vaurien, d'imposteur, de bâtard. Disant, il n'a même pas de peur, ce monsieur-là. Et il ose critiquer l'Algérie, il ose critiquer l'islam. C'est un bâtard. Voilà. Alors, bon, mais toutes ces rumeurs, ces bribes d'informations. Vous avez écrit au président Tebboune, vous l'avez dit dans plusieurs interviews. Est-ce que vous vous êtes plaint dans votre correspondance au président Tebboune de la façon dont il vous a traité publiquement dans les médias algériens? C'est qu'à un moment donné, c'était donc on est coupé du monde. Je me suis inventé quelque chose. J'ai appris que les détenus pouvaient écrire à volonté au président de la République. C'était permis et que le courrier lui serait remis immédiatement, qu'il n'était lu par personne. Oh, c'est formidable. Je me suis dit, voilà, j'ai des interlocuteurs. C'était M. Tebboune, c'était le ministre des Affaires étrangères. Je leur écrivais à peu près toutes les semaines. Tantôt, je faisais un peu leur procès. C'est-à-dire, je me plaignais. Je leur disais que leur démarche était absurde, que finalement, ils m'accusaient de nuire à l'Algérie. En fait, ils nuisaient plus à l'Algérie que moi. Moi, je faisais mon travail d'écrivain, mais eux, en enfermant, j'ai toujours du mal là, en informant des gens en prison, injustement, tout ça, ils se causent du préjudice à eux-mêmes et à toute l'Algérie et à tout le peuple. Mais qu'est-ce que voulaient finalement les autorités algériennes lorsqu'elles vous ont fait arrêter le 16 novembre sur le tarmac de l'aéroport d'Alger? Que voulaient-elles? Elles voulaient, une fois qu'elles vous ont arrêté, est-ce qu'elles voulaient que vous reconnaissiez des fautes? Est-ce qu'on était dans une logique un peu stalinienne, telle qu'on l'a connue dans les grands procès staliniens, que vous avouiez une faute quelconque, que vous vous repentiez? Ou est-ce que vous étiez pour eux un otage, évidemment, pour faire pression sur les autorités françaises? Oui, je dirais que ma personne a peu compté dans cette affaire. Que je suis un écrivain connu et que je critique vertement le pouvoir, mais depuis toujours. Je n'ai pas critiqué le gouvernement seulement avec M. Tebboune. Ça fait 25 ans que je critique le pouvoir algérien. Mes livres se vendent en Algérie. Je n'ai jamais été arrêté, jamais inquiété. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment ma personne qui est en jeu. C'est une opportunité. C'est il y a 2 années, je pense qu'on remonte à ce jour où Macron a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Oui, mais c'est 2024. C'est quelques mois avant votre voyage en Algérie. Ça a été un choc terrible, parce que toute la légitimité du pouvoir algérien est basée sur cela. La libération du Sahara occidental et la Palestine, et Gaza. Le discours, c'est que l'Algérie est un pays révolutionnaire qui s'est battu pour l'Afrique, pour la libération des pays africains, de l'Asie, et voilà, il est sur le podium, c'est un libérateur extraordinaire. Et puis voilà, patatras, on lui enlève un morceau de choix, le Sahara occidental. L'Espagne, un an auparavant, avait reconnu la marocanité du Sahara occidental, et ça a été terrible pour la Maroc. Les sanctions, l'Algérie a pris des sanctions terribles contre l'Espagne. On a arrêté toutes les opérations commerciales, rupture de relations diplomatiques, on a coupé le gaz. Et voilà que l'Algérie, un an après, fait de même. Mais donc vous n'avez jamais pensé, quand vous êtes retourné en Algérie, justement, quand vous retournez en novembre en Algérie, il y a 2 éléments importants. C'est qu'il y a en effet la reconnaissance par le président Macron de la marocanité du Sahara occidental, qui met manifestement le pouvoir algérien en ébullition. Ouais. Puis il y a le fait aussi que vous avez été naturalisé français quelques mois auparavant. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit finalement
il y a peut-être à ce moment-là un risque. Vous ne sentiez pas de risque concernant Non, lorsque vous retournez en non, Algérie? vraiment pas du tout. D'abord, il faut savoir qu'il y a toujours eu peut-être un bon tiers ou un quart, ou peut-être un bon tiers et peut-être plus, de ministres, de hauts fonctionnaires sont français. Je me demande, mon propre ministre, quand j'étais au ministère de l'Industrie, était algérien et français. C'est banal maintenant. Vous êtes en train de nous dire que beaucoup de responsables politiques algériens Mais absolument. ont la double nationalité franco-algérienne, Absolument. ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, de critiquer la France et de mettre en cause la France. Y compris les militaires. Il y a des militaires qui ont été naturalisés peut-être avant de devenir militaires. Mais non, c'est banal. C'est banal, beaucoup d'Algériens sont naturalisés, donc moins de plus. Non, d'ailleurs, c'est passé inaperçu. Aucun journal n'en a parlé. Quand j'ai été naturalisé, il n'y a pas eu des articles disant « Oh, le traître Boualem Sansal ». Non, mais en ce moment, tout le monde est traître. Des milliers de gens sont français. Non, pas du tout. Je crois que c'est vraiment cette onde de choc terrible. L'Algérie est désavouée, sa stratégie globale est en train de s'effondrer par la reconnaissance par l'Espagne, par le Maroc, l'Angleterre, et puis le Conseil de sécurité récemment qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental et qui pose un ultimatum au Maroc et à l'Algérie de faire la paix. Trump a accordé 60 jours au Maroc et à l'Algérie pour faire la paix. Donc c'est pas le tout, c'est pas seulement la reconnaissance, c'est aussi que vous devez l'accepter et travailler en bon terme avec le Maroc. Mais Boualem, une fois que vous êtes arrêté, une fois que vous êtes détenu, et quand vous passez devant vos juges, est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas le sentiment que les juges cherchent finalement à vous faire reconnaître des fautes totalement imaginaires, comme dans un procès stalinien. Votre procès en première instance dure, je crois, 10 minutes ou un quart d'heure, c'est très court. Au plus. Et en deuxième instance également, c'est très rapide. Je crois qu'en première instance, la présidente, c'est une présidente Non, la première instance, c'était un juge. Un juge, peut-être en deuxième instance, en appel, la présidente vous reproche d'une certaine manière le contenu de vos livres et de vos romans. Les pauvres juges se sont trouvés devant une situation inconnue pour eux. Ils ne savaient pas comment faire. Ils n'avaient pas reçu d'instruction. L'acte d'accusation a été rédigé par les services secrets, parce qu'il faut rappeler que j'ai été arrêté à l'aéroport le 16 et immédiatement livré aux services secrets qui m'ont menotté, passé une cagoule et emmené dans un endroit inconnu. Jusqu'à présent, je ne sais pas où vous m'avez amené. Et là, pendant 6 jours, j'ai été interrogé à raison de 7, 8, 10 heures par jour. Mais c'était du baratin, ils fouillaient dans mon téléphone. « Ah tiens, vous connaissez Sarkozy, pourquoi ?»« Pourquoi je connais Sarkozy ?»« Ben je connais Sarkozy, point. » Georges Bensoussan, c'est un juif. Ben je ne sais pas, chez moi on ne demande pas aux gens quelle est la religion. C'est un ami, on le fréquente. Et s'il veut un jour dire ce qu'il est, eh bien oui, sinon, voilà. Ce genre de... Il passait le temps. L'acte d'accusation était déjà pré-rédigé. Et le 6e jour, on m'amène chez le procureur, donc c'est ce qu'on appelle l'opération de présentation. On présente le présumé coupable au procureur, qui feuillette et éventuellement il vous pose une question ou deux qui sont à l'intérieur de... vous êtes accusé d'espionnage pour quel pays? Vous n'avez pas de conseil, pas d'avocat à ce moment-là? Un avocat a été désigné d'office un peu auparavant par le comité de soutien qui s'était créé, je pense, et puis par mon éditeur Gallimard, mais il n'a pas pu venir, on lui a refusé le visa. Maître Zimré. Maître Zimré. À Alger, on l'accusait à la fois d'être un juif, et qu'on ne peut pas accepter un juif qui va défendre un musulman devant un pays ultra souverain. Et puis, il a été... l'accusation ou les reproches, c'était quelque chose d'affreux. Il était l'avocat des otages du Hamas. Mais est-ce qu'on vous fait pression? Est-ce qu'on fait pression sur vous pour que vous récusiez votre avocat?
Non, pas du tout. Non. Et il a fait sa demande de visa, et puis il a attendu, et le visa n'est jamais venu. C'est aussi simple que ça. Il relançait toutes les semaines, il appelait le consulat d'Algérie à Paris, et on lui disait, ben, on attend, on a transmis votre demande à Alger, on attend. Voilà, et le temps est passé comme ça. Et donc je me suis retrouvé, donc après 4 mois passés devant le juge d'instruction, je me suis retrouvé donc au tribunal, dans un tribunal d'Alger qui... la condamnation était déjà prête. Hein. Quel est votre état d'esprit Les Algériens appellent, on parle de la justice algérienne, ils l'appellent la justice téléphonée. Voilà. Mais quand vous rentrez dans le tribunal, vous êtes sans illusion. Sans illusion. Vous saviez que vous alliez être condamné à ce moment-là? Oui, je m'attendais à des condamnations beaucoup plus lourdes. J'avais demandé évidemment à des détenus qui avaient de l'expérience, avec des gardiens qui avaient de l'expérience. Ils m'ont dit, je pense que tu vas être condamné à 20 ans. Et peut-être en deuxième instance, ça pourrait tomber à 10. Parce qu'ils pourraient retirer pas l'accusation pour espionnage, mais terroriste. Voilà. C'était si peu crédible que je pense qu'ils finiront par retirer ce grief-là. C'est terrible d'apprendre que... Mais en même temps, j'ai pris ça de manière un peu optimiste, parce que je me suis dit, il y a un comité de soutien qui s'est créé. Je suis français, et la France défend ses citoyens dans le monde. Donc voilà, la machine va se mettre en branle, et ils finiront par obtenir ma libération. Voilà. Ça vous rassurait? Et je pensais que ce serait très rapide. Ça vous rassurait, ça? Le fait qu'il y ait une mobilisation, voilà. vous sentiez quelque part... Oui, parce qu'entre-temps, donc, je commençais à avoir beaucoup d'informations. Les détenus me disaient, mais c'est incroyable ce qui se passe de la France, l'Europe. Ils ont voté à 100%, à 200%. Ouais, vraiment, j'entendais... Peut-être qu'on me disait cela pour me remonter le moral, mais il y avait du vrai. Il y avait beaucoup de vrai. Ma femme me confirmait aussi que la mobilisation avait atteint des trucs, et puis elle commençait à me dire que j'avais reçu tel prix, tel truc, telle médaille, tel... Non, voilà. Une machine s'est mise en route, et je me suis dit, certainement, elle va arriver au but. Il faut trouver un contexte pour que le gouvernement algérien me libère, sans se sentir humilié ou forcé. J'étais un otage, donc de son côté, il négociait. Peut-être essayer d'obtenir le reniement de la décision qu'avait prise Macron de reconnaître le Sahara occidental, peut-être amener la France à dire « Ah, on s'est trompé, l'Algérie a raison, le Sahara occidental n'est pas marocain ». Je ne pense pas qu'ils pensaient que ça irait jusque-là. Mais... ils pensaient que peut-être la France, bon, le mal est fait, elle reconnaît la marocanité du Sahara, mais peut-être qu'on n'en ferait pas on n'en parlait pas trop, qu'ils offriraient, que le pouvoir offrirait à la France une possibilité de se rétracter sans se rétracter. Voilà, la négociation, c'était ça. C'est durant les 12 mois, tout tournait autour de ça. Entre-temps, il y a eu des épisodes qui ont pu aggraver ou accélérer les choses. C'était par exemple la nomination de Bruno Retailleau en tant que ministre de l'Intérieur et a certainement amené une complexité dans l'affaire. Première analyse, mais deuxième analyse, pas du tout. Ça, je pense que ça a été très positif parce que ce que le pouvoir algérien a compris, c'est que leurs intérêts personnels allaient être menacés. Parce que Bruno Retailleau avait commencé à proposer de supprimer les passeports diplomatiques pour de ne plus délivrer de visa quasiment à tout le gouvernement. Ça veut dire que pour vous, quand même, le discours de fermeté a été un levier utile dans le rapport de force visant à vous faire libérer. Alors officiellement aussi. Non, parce que l'Algérie, nous sommes souverains, bien sûr. Oui. Mais au fond d'eux-mêmes, les gens, voilà, parce qu'ils ne pouvaient plus se rendre en France. Madame la générale ne pouvait pas venir à Paris faire ses courses, et leurs enfants sont là, leurs biens sont là. Et donc, le boulet est passé très près de leur...
Et donc, là aussi, comment reculer sans perdre la face. Donc, c'est un problème vraiment d'égo hein, entre le pouvoir français qui, voilà, il est souverain, il reconnaît ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il donne des visas à qui il veut, etc. C'est sa souveraineté, sa liberté. En même temps, voilà, l'amener à reculer sans perdre la face, et de l'autre côté, c'est la même chose. Amener les Algériens à céder sur un certain nombre de dossiers, pas seulement moi, hein, il y avait... par exemple, le gouvernement français voulait amener le pouvoir algérien à renégocier la Convention de 1968. Oui. Voilà, c'était accepter certaines choses. Accepter que les Algériens, dorénavant, ils seraient traités comme n'importe quel étranger. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le vote par l'Assemblée nationale de l'abrogation de la proposition de résolution, des accords de 68, la proposition de résolution qui a été votée à l'Assemblée nationale, a inquiété les autorités algériennes? Terriblement. L'abrogation, ça a inquiété les autorités algériennes? Terriblement. Le pouvoir algérien se défini comme étant le protecteur de l'Algérie, du peuple algérien. Toucher à cette convention, c'est toucher aux avantages acquis par les Algériens en France, et acquis, je veux dire, de manière chèrement acquis par la guerre de libération, etc., etc. Le discours était celui-ci. C'est pas un cadeau. Et puis la convention de 68 vient tout naturellement dans la suite des accords d'Évian. Bien sûr. Voilà, donc... c'est tout un échafaudage qui s'effondrait avec les accords d'Évian, le statut spécial des Algériens en France. C'était évidemment la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental qui modifiait le statut de l'Algérie en tant que leader dans le monde arabe. Dans le monde arabe, le monde musulman, enfin d'une manière générale, les pays africains, même chrétiens, qui, en tant que défenseurs des mouvements libérateurs. Oui. Et revenons, si vous voulez, à un moment donné, lors donc, du procès en deuxième instance, je voudrais revenir sur cet aspect où la juge, finalement, vous interroge sur vos livres et sur le contenu de vos livres. Et je crois qu'elle vous pose la question, elle lui dit, mais pourquoi, finalement, vous critiquez, elle dit quelque chose dans ce genre, il me semble, en tout cas, ça nous a été rapporté, pourquoi vous critiquez de manière systématique le pouvoir algérien dans vos livres? Mais la pauvre dame, et le juge qui l'a précédé, a fait pareil. Hein. Mais ils n'ont pas reçu d'instruction. Comment traiter cette dame? C'est nouveau. C'est nouveau. Maintenant, il y a aussi l'affaire de Christophe et tout ça, et j'imagine, pareillement, que ceux qui le jugent, qui s'occupent de son dossier au tribunal de Tizi sont confrontés au même problème. Comment on traite cette affaire-là, sachant que l'acte d'accusation est un tissu de mensonge. Il n'y a rien, quoi. C'est vide, il n'y a aucune démonstration. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien. Pourquoi vous critiquez Mais madame, je ne critique pas l'Algérie. Je critique une dictature, je critique un régime. C'est ce que vous leur avez dit. Je critique un bonhomme. L'Algérie, ça veut dire quoi? C'est ridicule. Je passerai pour un fou si je me mets à critiquer un pays. C'est un pays, c'est des montagnes, c'est des rivières, c'est des... Voilà, j'ai rien à faire avec ces gens-là, si je puis dire. Voilà, je critique un régime. Et j'essaie de le faire de la manière la plus positive pour le régime lui-même. Moi, j'ai rien à fiche. Moi, je suis un privilégié, je peux prendre ma valise et je vais à New York. Et j'ai pas de souci. Mais c'est pour le pays. Oui, le pays s'est fait une réputation mais absolument désastreuse dans le monde entier. Il est lâché de tous les côtés. C'est ça, madame la juge. C'est ça mon truc. Et puis mes livres sont là, vous pouvez aller les acheter. Pourquoi on m'arrête aujourd'hui? Pourquoi on ne l'a pas fait il y a 25 ans, quand j'ai sorti le Serment des barbares. Le Serment des barbares, qui là, vraiment, est une charge terrible et directe contre le pouvoir, que je nomme. Je parle de M. Bouteflika, je parle du chef du gouvernement Yahya, je parle de tel général, en les nommant. Dans les autres livres, bon, c'est du raconte des histoires. On peut, effectivement, c'est allusif, c'est... Ça veut dire quand même ce que vous êtes en train de nous raconter, qui est très intéressant, c'est que, in fine,
on est dans une période en Algérie de durcissement du régime, de durcissement de la répression. Est-ce que, alors qu'il y a eu des moments, même si l'Algérie n'a jamais été une démocratie, et que c'est un régime autoritaire, ça chacun le sait, mais il y a eu des moments où il y a eu des respirations quand même qui ont permis l'expression et un certain nombre de critiques. Là, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Je crois que on vient d'en parler, évidemment. Ce qui est important pour le pouvoir, c'est les accords avec la France, qui donnent donc un statut particulier. C'est la reconnaissance du Sahara occidental, qui a modifié le positionnement de l'Algérie. Mais il s'est passé, je vous rappelle, il s'est passé quelque chose en 2019 et 2020, ce qu'on a appelé le Irak, où 30 millions d'Algériens, comme ça, de manière extraordinaire, sont sortis dans les rues, mais toute confession, toute tendance confondue, des islamistes, démocrates, y compris des gens qui n'ont aucune vision politique. C'est le mal-vivre. Chez les jeunes, c'était le mal-vivre. Ils sont sortis dans la rue et ils ont profondément déstabilisé le régime. Et ça, je crois qu'ils se sont jurés que plus jamais. Et je crois qu'ils pensaient aussi qu'un prochain Irak serait fatal. Le premier qui a duré une année entière, où des millions d'Algériens sortaient tous les jours dans les rues et qui exprimaient un véritable message politique. Des slogans très forts. Nous ne voulons ni dictature, nous voulons un régime civil, pas militaire, et ainsi de suite, ce genre de slogan très fort et très catégorique. Et ils ont su gérer cela, ils ont petit à petit affaibli ce mouvement. De quelle façon? En s'aidant à peu près sur tout. Il y a eu la crise sanitaire qui les a aidés aussi. Voilà. En s'aidant à peu près sur tout. Pas de militaires, des civils. Oui, vous avez raison, un civil. Donc ils ont tenu le discours amplifié par la télévision, parce qu'ils détiennent tous les médias. Et donc, du coup, ça a calmé. Le chef d'état-major parlait de ce mouvement comme étant, il disait c'est une bénédiction. Le Irak a été une bénédiction. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis là, ils ont mis évidemment toutes les erreurs possibles sur les régimes précédents. Oui, c'est vrai que le régime précédent a fait ceci, a fait cela, ils ont dilapidé, ils ont ça. Mais nous allons venger le peuple, nous allons les arrêter, nous allons les juger. Alors qu'eux-mêmes sont les héritiers du régime précédent. Et donc, et à un moment donné, donc, écrasé par la reconnaissance de la marocanité par la France, par l'Espagne, par l'Angleterre et le Conseil de sécurité, c'était la fin. C'était un autre. Il y avait le Irak, c'est le peuple algérien qui se. Et là, ce sont des États qui se révoltent contre une situation, le statut du Sahara occidental, avec tous ces Sahraouis qui, entre guillemets, pris en otage à Tindouf, en Algérie, qui servent de monnaie d'échange. Moi, j'étais en prison. Mais on peut aussi penser que ceux qui sont à Tindouf sont dans une prison, en plein désert. Il n'y a pas de mur, mais le Sahara est une prison terrible. On n'échappe pas. Voilà. Et donc, ils sont intelligents. Et ils ont cherché quelle est la meilleure façon de rééquilibrer, de remettre le rapport de force à leur avantage. Mais... Eh ben, le sujet est tout simple. C'est tout shoot, à fond la caisse, sur la France colonialiste, crime contre l'humanité, etc. On va casser le moral de ce pays, on va jouer cela à fond. Et ils ont réussi. Alors justement, est-ce que d'abord, vous considérez, depuis maintenant 30 ans que vous écrivez, et que vous avez révélé beaucoup de choses sur la société algérienne, mais aussi sur ce mal endémique que constitue l'islamisme, la façon dont il se construit, la façon dont il pénètre la société, la façon dont il imprègne la société et qu'il prend le pouvoir par une forme d'imprégnation. Est-ce que vous considérez que vous êtes une sorte de lanceur d'alerte qui est parfois insuffisamment aussi écouté ici en Occident, en Europe et en France?
Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question de mon propre statut. Moi, je suis chez moi, j'écris, je vis en Algérie, je vois ses travers comme tout un chacun. Hein. Voilà, quand le prix du pain augmente, je suis concerné, moi aussi, bien que je sois d'une certaine manière privilégié. Mais il fallait, je crois que le pouvoir s'est trouvé dans une... Les vieilles armes des dictatures ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ni chez Poutine, ni en Chine. Ils se sont trouvés devant l'obligation urgente de réviser leur logiciel. Leurs logiciels, leurs instruments de guerre. La propagande, là, comme ça ne marche plus. Ce que fait d'ailleurs un pays comme encore la Corée du Nord. On est encore dans cette opposition par rapport à l'Occident, par rapport au monde, qui date des années 40. Oui. Aujourd'hui, non. L'Algérie joue d'abord, on se définit comme étant une démocratie. Alors, on n'est pas la démocratie française, mais on est vraiment démocratique. Tebboune a été élu à 95%, mais il a été élu. On crée toutes les institutions qui accréditent l'idée que c'est une démocratie. On a une assemblée nationale, des députés qui sont élus à peu près normalement. Bon, ils sont désignés à un moment ou à un autre, mais il y a un Sénat, il y a des partis politiques, il y a. Donc la façade est clean. On ne peut rien reprocher à... La Constitution, elle est hyper clean. Tout est parfait. Maintenant, derrière le décor, le pouvoir a développé des nouveaux instruments. Par exemple, on ne peut pas attaquer la France sur le plan politique, ils sont beaucoup plus forts que nous. Sur le plan militaire, alors n'en parlons pas, on ne peut rien contre telle puissance. Par contre, on va la culpabiliser, on va jouer sur la guerre, la France est présentée comme... je ne sais pas si on prend la description, pour argent comptant, la description qui est faite de la France, je crois que le monde entier serait d'accord pour détruire la France. Il faut l'éjecter sur Mars. On n'a plus de place sur Terre. Après avoir fait tout ça, c'est plus possible. Et ça a pris. Mais ça a pris, parce qu'en France... Mais ça a pris en France. En Algérie, évidemment, ça a pris, on va dire surtout sur les islamistes et tout ça, mais en France, ça l'a pris. Un parti comme LFI, il est complètement dans ce... il sert de caisse de résonance à la nouvelle doxa inventée par le système. Est-ce que vous considérez que, par exemple, la France est trop faible vis-à-vis de l'Algérie dans sa réponse ? Alors, il faut s'entendre sur ce que veut dire le mot faible. La France n'est pas faible, la France est un grand pays. Non, on est d'accord, mais dans sa relation avec l'Algérie. Elle a pensé, du fait qu'elle a été mise dans cette position de crime contre l'humanité, un État qui a commis un crime contre l'humanité, qui a pillé un pays, un peuple pendant un siècle et demi, etc., etc. Et pas seulement l'Algérie, le Mali, le truc, le machin, le Vietnam, partout. On a construit une image tellement abominable que qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pays? Rien. Et il faut maintenant l'euthanasier. Et c'est pas de la faiblesse. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est qu'on a pensé que la faiblesse était une façon de parer les coups. C'est une stratégie. Une stratégie. C'est comme si vous êtes attaqué par quelqu'un avec un bâton, ou disons un animal, un lion. Si vous vous couchez, le lion ne vous fera rien. Oui, mais est-ce que vous considérez que la stratégie de la France est une stratégie qui a fonctionné? Oui, voilà. Ou est-ce que c'est une stratégie qui, justement, aujourd'hui, ne permet pas d'avoir un rapport équilibré avec l'Algérie, un rapport adulte avec un autre État souverain? C'est tout à fait ça. On a poussé le bouchon si loin, parce qu'on peut effectivement jouer, le lion enfonce sur moi, je me couche, il est désarçonné, parce que c'est un prédateur, il a toujours, dans ses neurones, la proie doit se défendre, elle doit fuir et se défendre. Et là, il se couche. Ça y est. Et là, il a perdu 90% de ses moyens. Et le temps de réfléchir à une nouvelle stratégie, la proie s'est levée et a déguerpi.
Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Ça fait 20 ans que, pas seulement ce pouvoir, les pouvoirs précédents, ont lâché en disant bon, ben c'est vrai qu'on on a fait du mal à ce pays, on a fait ceci. Peut-être que. Et puis peut-être la seule façon d'arranger les choses, c'est effectivement de reconnaître, d'accepter, de reculer, Et en France, des gens très intelligents ont exploité chacune des failles, Je crois que les services secrets algériens méritent 20 sur 20. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont, en quelques mois, pondu des centaines de documentaires qui passent à la télévision en boucle. Sur la guillotine, sur les exécutions, sur les disparitions, sur la colonisation, sur les lois, sur trucs, machin, des centaines et des centaines de documentaires très bien faits, très crédibles, parce qu'il n'y a aucun mensonge là-dedans. C'est des archives prises en France. Et ils ne disent jamais « Ah, les Algériens disent qu'ici, il s'est passé cela ». Non. Ils disent « Tel général français, voilà dans son rapport ce qu'il a écrit ». Adressé à sa hiérarchie. Il n'y a rien à dire. Et utiliser aussi les difficultés de la France, difficultés économiques, Politique, philosophiques, morales. La France est dans un état de désarroi complexe qui n'est pas lié qu'à la question algérienne, mais dans le fait que la France, qui pendant des siècles a été une grande puissance qui donne du sens au monde, aujourd'hui est à la traîne, y compris dans des petits pays, je veux dire. Et ça, ce déclassement est vécu douloureusement par tous les Français, même ceux qui ne le ressentent pas directement. Quand on a été riche et puissant, se retrouver comme ça, insulté à longueur de journée, c'est très dur à vivre. C'est vraiment très dur. Mais alors justement, comment la France peut aujourd'hui rééquilibrer ce rapport ? Eh bien, il faut se montrer aussi intelligent. Donc il faut déjà se réapproprier son intelligence. Il faut réfléchir, quoi. Si les réflexions sont menées par des institutions, elles vont mener... c'est le mur. Les institutions n'ont pas la capacité de se projeter. Elles gèrent le quotidien, elles savent y faire. Et peut-être l'immédiat qui arrive, là, les jours qui viennent. Il faut assurer la matérielle sur les 6 mois ou l'année qui vient. Au-delà, on verra. Non, je pense qu'il faut que les intellectuels français se réapproprient ce qui était leur... La religion en Europe a été produite par les intellectuels, avant d'être... inventé par les prophètes. Ce sont les intellectuels qui ont commencé à se poser les questions fondamentales et à essayer d'apporter des réponses. C'est eux qui ont inventé la République et les lois et la notion de frontières et tout. Et puis, dans le domaine scientifique, tout ce qui permet de répondre aux questions lointaines, très lointaines. Parce qu'il faut tracer des caps, c'est des chemins. Moi, je vois bien où se trouve Andromède, mais comment y aller donc il faut quand même... voilà, on est catapulté par le mouvement de la Terre, qui est repris par la Lune, qui est repris par Mars, ce qui fait que dans 50 ans, on va percuter Andromède. C'est pas une ligne droite. On le voit comme ça, c'est une ligne droite, mais c'est pas le chemin. Le chemin, c'est... Mais en d'autres termes, vous dites qu'il faut que les élites se réapproprient leurs valeurs et n'aient pas honte de leurs valeurs. Oui. C'est à peu près ça votre message, si je le comprends bien. Qui travaillent ensemble. Moi, je me pose la question, bien la France qui a une richesse fabuleuse. Il y a des philosophes, on veut-tu, on le voit là. Et on voit bien que beaucoup sont très, très compétents. C'est des gens qui ont des capacités. Pourquoi ils n'organisent pas un congrès ? Pourquoi ils ne se mettent pas dans une salle à peu près à 50, ce qu'ont fait les encyclopédistes il y a... voilà, se retrouver et puis se poser 2-3 questions simples et qui vont évidemment nécessiter des démarches très, très compliquées. Et ça, en ce moment, ils peuvent passer la main aux institutions qui, elles, effectivement, sont outillées, évidemment, elles ont les budgets, elles ont les moyens pour... mais
comment on n'arrive pas à se mettre en 50 philosophes. 50 philosophes. Quand je dis philosophes, ce n'est pas forcément des diplômés de la faculté de philosophie. C'est des gens qui ont acquis cette capacité, cette aptitude à pénétrer le mystère de la vie, hein, et à faire corps avec lui pour que le comprendre de l'intérieur. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Voilà, c'est une radiographie interne. Et puis, voilà, il sortirait avec un rapport qui aurait... moi, je me souviens, en Algérie, j'ai trouvé, à l'époque, on se moquait beaucoup de ça, mais après j'ai découvert que c'était très intelligent. Boumedienne a pris le pouvoir par les armes, et il fallait qu'il se donne une légitimité. Bon, alors, montrer les muscles, oui, ça donne une certaine légitimité, celle de la force. Faire du développement, les usines, créer de l'emploi, aussi, ça donne de la légitimité. Et c'est vrai qu'au bout de 5-6 ans, le peuple commençait à avoir beaucoup de sympathie pour Boumedienne. Mais c'est un méchant, mais un méchant dans le bon sens. Mais lui, il cherchait la véritable légitimité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce qu'il a fait, c'est d'une intelligence... Maintenant, je pense que c'est super intelligent. Il a réuni une dizaine de gens intelligents et cultivés, et il les a mis autour d'une table, et puis il leur a dit écrivez-moi une charte, ce qu'on appelait la charte nationale. Quand ce document, quand on a appris que c'était ça le projet, c'est des gorges chaudes, on se marrait, et on disait « Ah, la tarte nationale !» Boumedienne est en train de faire cuire la tarte nationale, on va se régaler. Mais en fait, non, ils ont sorti un document intitulé la Charte nationale, et ils ont rapidement brossé sur qui fait 50 pages, hein, pas plus, hein, 30 pages sur une histoire mythifiée, permettant ouvrant toutes les portes. Alors le peuple algérien, il est anti-ceci, il vient depuis la nuit des temps, il est berbère, il est arabe, il est musulman, il est européen, il est méditerranéen, ça, il y en a pour tout le monde. Et puis un projet qui était formidable, un projet de faire de l'Algérie un peuple, patati patata. Et ça a marché, c'est incroyable. Pourquoi 50 philosophes ne pourraient pas aujourd'hui produire un document de 50 pages qui serait la charte française, qui pourrait mettre ceux qui aujourd'hui sont dans une opposition frontale, radicale, éternelle, pourraient se retrouver au moins sur un certain nombre de points. Pourquoi pas? On peut penser que... J'ai deux questions pour finir. Une première question encore sur l'Algérie. On a beaucoup parlé de la France là, mais concernant l'Algérie, est-ce que vous voyez une possibilité de démocratisation de ce régime? Est-ce qu'il y a une capacité d'un certain nombre d'opposants démocrates à se structurer pour proposer une alternative, ou est-ce qu'on est malheureusement dans une histoire longue qui risque là aussi de durer encore longtemps du fait de cette alliance entre les militaires et un pouvoir civil qui est quand même dans les mains du pouvoir militaire, et ça depuis 1962, vous l'avez parfaitement dit, et également la relation connexe avec les islamistes, puisque ça aussi c'est quelque chose que vous avez révélé comme une sorte de secret de famille, cette alliance implicite entre d'un côté le pouvoir héritier du FLN et les islamistes. Est-ce qu'il y a une possibilité de sortir à un moment donné de cette configuration de fer qui pèse quand même sur le peuple algérien? Écoutez, quand il y a maintenant 7 ans, bientôt 8, Bouteflika a été donc démissionné, et Tebboune est arrivé, porté au pouvoir par le chef d'état-major de l'armée. Il est venu avec un slogan, l'Algérie nouvelle, ou la nouvelle Algérie, je ne sais plus si c'est dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais il est venu avec l'idée que ce qui est passé, et ça c'est très important, que dans nos pays on vit trop dans le passé. Il faut rompre avec le passé. Ça doit rester l'histoire, l'affaire des historiens, des artistes. Mais le passé n'est pas un instrument politique.
l'instrument politique par essence, par excellence, c'est le présent et le futur. C'est avec ça qu'on... Alors il est venu avec ce slogan. Moi-même, j'ai été vraiment... Je ne sais pas ce qu'il met dedans. C'est probablement un slogan creux. Mais peut-être que les mots produisent aussi une réalité. Ils ne font pas que décrire une réalité existante. Ils la créent. Je me suis dit, peut-être à force de répéter l'Algérie nouvelle, les gens ils vont dire, à chaque fois qu'on leur propose une solution ancienne, ils vont dire, ben ça c'est... Non, on regarde devant. Je me suis dit, ça va provoquer cette machin pédagogique. Et je dois dire que il nous a offert les premiers temps 1001 possibilités pas possibilité, une occasion d'y croire. Par exemple, il a dit, il faut arrêter de m'appeler son excellence. Je ne suis pas votre excellence. Je suis le président de la République. Appelez-moi le président de la République. Parce que Bouteflika, dès les premiers mois, on ne l'appelait plus que par votre gloire, des choses comme ça, votre excellentissime, votre Altesse royale, par des expressions comme ça. En arabe, c'est très chantant. Hein. Oui. Bon. Et là, c'était nouveau. Et puis, très vite, on a vu, on a constaté aussi, jusqu'à présent, il n'a jamais été à la mosquée. Il ne commence pas ses discours par au nom Bismillah, au nom de Dalal. Pas de rituel religieux. Il prend le micro et comme directement, d'emblée, comme il y avait des tas de trucs comme ça qui ont laissé croire, y compris à quelqu'un de très réticent comme moi et très soupçonneux, de se dire peut-être qu'effectivement, puis c'était un haut fonctionnaire, c'est pas un vrai politique, il a fait l'ENA. Il a fait l'ENA en Algérie. Bon, mais très vite, il y avait quand même quelque chose qui faisait que on a cessé d'y croire. C'est qu'il était constamment à ses côtés avec le chef d'état-major. C'est-à-dire, on va inaugurer, je ne sais pas, tel truc. L'armée est à côté. Le chef d'état-major. Donc, du coup... Le chef d'état-major, c'est l'empereur derrière le rideau. Oui. Et donc, en fait, l'Algérie nouvelle avait une tête bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a le civil et le militaire. Et voilà, à partir de là, on a vu ensuite l'évolution. Et alors peut-être jusque-là, on peut penser peut-être qu'ils étaient sincères et tout ça, mais ils avaient surtout cette peur panique que l'Irak reprenne. Et qu'ils ne pourraient pas s'en sortir cette fois, sauf à tirer au canon sur la population. Et comment arrêter cela ? Eh bien, c'est le système de la terreur. On est en 1792, le système de la terreur. La guillotine, elle est là, elle travaille toute la journée. Dans la prison où j'étais, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais il entre chaque jour 400 personnes et il sort 400 personnes. Quand je dis il sort, ça ne veut pas dire qu'ils sont libérés. Ça veut dire qu'ils changent de prison. Et les prisonniers circulent, hein, ils vont d'une prison à l'autre pour éviter, je ne sais pas quoi, les habitudes, les trucs. Et voilà. Et je crois que le pouvoir algérien s'est piégé et il n'arrive pas à s'en sortir. Alors je dis, comment il faut... Si on attend qu'il se libère lui-même, il ne le fera pas. Il a trop d'avantages maintenant. Ils ont tout entre les mains. Donc il faut un peu leur forcer les mains. Les Algériens ne peuvent pas le faire. Ils sont tous en prison. Ou en prison à ciel ouvert. Les opposants aussi. Oui, les opposants. Les opposants sont tous partis. Donc peut-être qu'il faut aider ce pouvoir. Et ça ne peut se faire que de l'extérieur. Ça ne peut pas se faire de l'intérieur. Bon, éventuellement, il y a toujours l'hypothèse qu'un coup d'État militaire qui ferait émerger un général plus intelligent que les autres, et un président éclairé, un dictateur éclairé. J'y crois pas trop. Donc il faut une aide de l'extérieur. Alors, il y a eu des projets qui auraient pu faire cela. À un moment donné, du temps de Sarkozy, on avait parlé de la création de l'Union pour la Méditerranée. Oui.
l'UPM. Le nord et le sud de la Méditerranée se regardent en chien de faïence. L'idée de dire, créons quelque chose de commun, où les présidents, les gouvernants se rencontrent, voilà, comme l'Union européenne, avec des institutions, des trucs, peut-être une monnaie commune, peut-être, ce serait formidable. Un dernier mot, l'écriture, c'est votre raison de vivre, c'est votre vocation, c'est le sens de votre existence depuis maintenant 1999 et l'apparition de ce formidable roman que constitue Le Sermon des barbares. J'en profite aussi pour faire un peu de publicité pour votre dernier ouvrage. L'ouvrage que vous avez publié aux éditions du Cerf, quelques semaines seulement avant votre départ à Alger et votre arrestation, Le Français, parlons-en, un superbe livre sur la langue française et l'amour de la langue française que vous manifestez dans tous vos livres et dans tous vos romans. Une question aujourd'hui, vos projets d'écriture, vous avez pu reprendre l'écriture ou vous n'avez pas encore véritablement repris les automatismes indispensables à l'acte d'écrire? D'abord, je voudrais dire un mot. Allez-y. La meilleure institution pour sortir de tous ces problèmes, c'est la langue. Évidemment. C'est l'instrument du changement. Voilà. Il faut se réapproprier le français dans sa profondeur, pas seulement comme langue de communication, dans sa profondeur culturelle, etc. Oui, donc l'écriture, évidemment. Mais je ne veux pas tomber dans la facilité, c'est-à-dire écrire des choses, parce qu'on peut profiter de cela, évidemment. Oui, lié à votre expérience. Voilà. Je ne crois pas que ce soit très, très intéressant de raconter la prison et de comment j'ai vécu cela. Je pense que les gens savent très bien, on a vu beaucoup de films sur ces choses-là. Je ne crois pas. Par contre, j'ai découvert ce que je sais depuis longtemps et que tout le monde sait, c'est la force des mots. En prison, les prisonniers m'ont appelé la légende. Alors c'était dans le box. Un box, c'est une unité carcérale de 16 cellules. On est 2 par 2 dans ce petit groupe. Et on a notre cour. Ce groupe-là a sa petite cour où il sort toute la journée, prendre l'air et faire du sport et tout. Et un jour, quelqu'un m'a appelé la légende. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il me dit, mais parce qu'en France et ailleurs, il y a quelque chose qui relève de la légende. Il y a des gens qui se battent contre les moulins. C'est Don Quichotte. Ça m'a beaucoup travaillé. Et 3 jours après, c'était toute la prison, 6000 prisonniers, qui parlaient de la légende. Mais c'est qui la légende? Ils ne me connaissaient pas. Je suis dans un quartier de haute sécurité qui est vraiment à l'écart et puis ensuite, ça a gagné toutes les prisons. C'est parti parce qu'on déplace les prisonniers toujours. Au bout de 4-5 ans, prisonniers, on organise des convois pour redistribuer. Et ça a gagné. Et alors je me suis dit, peut-être le mot le plus important de l'humanité, c'est bien la légende. On vit sur des légendes. La légende de Jésus, la légende de Caïn et Abel, la légende des siècles, la légende des circonstruits. Le comité, c'est une légende. Des gens comme ça, par je ne sais quel miracle, par quelle affinité, et pour quelles raisons se sont groupés et ont mené une guerre légendaire. C'est une guerre légendaire. Là, contre quoi? En partie contre des institutions qui n'assument pas leur truc, mais aussi contre des fantômes, contre des moulins. Des moulins à vent. C'est l'histoire de la légende. Voilà. Ce sera peut-être votre prochain livre. Voilà. Je pense qu'il aura ce titre-là. L'histoire, il faut l'inventer maintenant. Cher Boualem, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci.